Bonjour Zakaria Ferrano, bienvenue dans cette édition matinale de Média TV. Vous êtes économiste, professeur à l'université Mohamed V de Rabat. Encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec vous, on va parler de Banque El Maghrib et de ses prévisions macroéconomiques, surtout Banque El Maghrib qui prévoit une accélération économique en 2025 avec une croissance de 5%. C'est plus que prévu. Croissance soutenue par le secteur agricole et aussi par l'investissement. À votre avis, est-ce que Banque El Maghrib a raison? C'est plus que prévu, cette croissance. Ça vient d'où? Très bien. Bon, premièrement, je pense qu'il y avait un certain optimisme de la part de Banque Maghrib dans les prévisions de la croissance. Nous parlons aujourd'hui d'une croissance de 2025 qui va finir, selon les estimations et les projections de Banque Maghrib, à 5%, avec un léger ralentissement pour 2026 et 2027, avec 4,8 à peu près en moyenne sur les 2 années qui vont venir. Et cela décrit un optimisme par rapport à la croissance économique. Et donc, je dirais directement que la cause principale, c'est un peu l'augmentation du PIB non agricole qui a aussi marqué, je dirais, il a cassé un peu la frontière, je dirais le plafond en vert, et il a dépassé les 5% dans les prévisions de Banque Maghrib. Et cela revient réellement au secteur de transformation, ça veut dire le secteur secondaire et également le secteur des services, ça veut dire le secteur tertiaire. Et donc là, on peut se réjouir que la croissance non agricole, malgré que l'année 2024 en termes de pluviométrie, en termes aussi de réalisation agricole n'était pas aussi importante et ce se répercute aujourd'hui sur la croissance, mais on est arrivé à avoir une croissance de 5%. Maintenant, sur le côté de la demande, je pense que ce taux de croissance prévu, il vient aussi des deux éléments fondamentaux qui sont la demande interne, ça veut dire nous avons je dirais une redynamisation de la demande interne à travers la croissance de la consommation en interne. Et là, ça vient à peu près des ménages. Et nous avons les dernières statistiques du HCP sur l'épargne des ménages et sur le revenu net disponible des ménages qui a augmenté aux alentours de 6,6% et également un ralentissement de l'inflation qui a encouragé en partie la consommation des ménages. Et c'est ce qui est reflété dans la dernière ou le dernier bulletin statistique du HCP. Il y a également un élément fondamental, c'est l'investissement que vous avez cité, les efforts d'investissement, que ce soit du secteur public, nous sommes à plus de 360 milliards d'investissements de l'État et aussi des entreprises publiques. Et aujourd'hui également, il y a aussi le reflux, ou je dirais le réinvestissement qui est élaboré par le secteur privé à cause des différentes réformes, que ce soit la charte d'investissement, aussi les mécanismes qui ont été mis par le gouvernement pour asseoir le secteur privé, surtout la PME et la très petite entreprise. Tous ces éléments se conjuguent pour avoir ce niveau de croissance de 5%. Mais permettez-moi aussi de dire que ce taux de croissance, il reste aussi insuffisant parce que nous avons besoin de plus de croissance pour avoir à résorber les problématiques structurelles de l'économie. On va y revenir à Zakaria Ferrano. On va y revenir justement là-dessus, sur voilà ce que peut rapporter cette croissance. Mais vous avez dit quelque chose de quand même de très important. Vous avez dit, avec ces 5% annoncés pour la fin de l'année 2025, on a cassé un plafond de verre avec finalement le secteur agricole qui commence à être décorrélé de la croissance générale. Est-ce que ça signifie que vous dites aujourd'hui que finalement la croissance marocaine ne dépend plus, ou en tout cas de moins en moins, du bon vouloir météorologique qui permet d'avoir des bonnes saisons agricoles? Très bien. Bon, permettez-moi d'éclaircir ce point qui est fondamental pour l'économie marocaine. En termes de valeur ajoutée, ça veut dire en termes de produit intérieur brut, l'agriculture et le secteur de la pêche ne représentent plus que 13,7%. Ce sont les statistiques officielles qui sont publiées. Mais en termes de croissance, ça veut dire en termes de contribution à la croissance, et ça c'est très différent, je pense que le secteur agricole a toujours un impact qui est très important sur la croissance économique. Pourquoi? Pour deux raisons fondamentales. Premièrement, il y a les effets indirects du secteur agricole sur la consommation, sur l'investissement, et ce n'est que sur également le moral des investissements au Maroc. On le sait très très bien. Lorsque ça va bien dans la pluviométrie, dans le secteur agricole, c'est tout le moral de l'économie qui va bien. Ça veut dire que nous avons un certain optimisme dans la croissance économique au Maroc. Et donc, je dirais que cet effet indirect, il est très important
dans la génération de la croissance. Il y a un deuxième élément fondamental, c'est que malgré le chiffre qui est réduit en termes de valeur ajoutée à 13%, nous avons un effet indirect à travers l'emploi. Il ne faut pas oublier que le secteur agricole, il emploie 40% de la force de travail marocaine. Et donc là, automatiquement, et je le dirais de façon indirecte, vous avez le secteur agricole qui a un impact sur le chômage, qui a un impact sur la consommation des ménages et qui va avoir aussi un impact sur la création de valeur à travers l'investissement. Et donc là, si on conjugue les deux effets, ça veut dire l'effet direct et l'effet indirect, on est toujours dépendant de cette agriculture. Attention, et c'est pas un élément qui est néfaste pour l'économie marocaine. C'est à l'inverse. Nous avons besoin de l'agriculture parce que nous avons besoin de cette souveraineté en termes de, je dirais, agricole. Nous avons besoin d'arriver à un certain seuil de production qui permet de maintenir la stabilité des prix à ce niveau, au niveau du secteur agricole. Et nous avons aussi besoin de l'employabilité de ce secteur. Mais ce qui est aujourd'hui, je dirais, là où on peut vraiment applaudir un peu la politique économique, c'est en fait que nous avons pu dépasser les 3-4% de croissance dans le secteur non agricole. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, nous avons brisé et cassé un peu le plafond en verre. Ça veut dire que nous avons commencé à avoir une valeur ajoutée plus importante dans le secteur tertiaire et dans le secteur de transformation. Et ça, c'est très important. Et là, je vais cibler les deux grands secteurs qui sont les plus fondamentaux aujourd'hui, ou les trois qui sont fondamentaux dans la transformation et qui ont généré des taux de croissance de plus de 5,4%. Je parle du secteur automobile. Nous avons une valeur ajoutée qui dépasse, ça veut dire la croissance de ce secteur, 5,8%. Et cela, c'est très important. Ça décrit la productivité accrue dans ce secteur. Et les deux autres secteurs, c'est le secteur de l'agroalimentaire qui arrive aussi à générer une croissance qui dépasse 5%. Et vous avez le secteur je dirais, le secteur de production, ou je dirais des avions ou l'aéronautique, qui commence aussi à avoir une valeur ajoutée qui est en croissance très importante. Et cela nous permet, en tant qu'économistes, de dire que normalement, nous avons pu réaliser un exploit en dépassant la moyenne de long terme qu'on avait de 3 à 4% de croissance dans le secteur non agricole. Et permettez-moi de rajouter finalement un élément fondamental, c'est que si on veut avoir une croissance qui soit vraiment inclusive, qui soit durable et qui permet l'employabilité, il faut plus de croissance dans le secteur non agricole et il faut tabler sur cette croissance parce que c'est elle qui permettra de créer l'emploi et surtout avec un accompagnement du secteur des petites et moyennes entreprises. Alors, cela dit, Banque El Maghreb nuance un petit peu ses prévisions, en tout cas pas peut-être pas pour 2025, mais pour 2026 et pour 2027, en disant il y a quand même des incertitudes importantes sur l'environnement extérieur, c'est-à-dire les événements qui pourraient survenir à travers le monde, et aussi sur les conditions climatiques. Tiens, nous y revoilà, on reparle encore une fois de l'agriculture. Ces nuances de Banque El Maghreb, elles sont audibles au regard de ce que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire la progression du secteur industriel particulièrement. Oui, très bien. Bon, je pense que normalement, le Banque Maghrib, dans son conseil, il est en train de parler de l'incertitude dans un contexte pour justifier, ou dans ce contexte, pardon, pour justifier la décision du conseil de Banque Maghrib. On le sait très très bien que les aléas à l'international, ils ont un impact direct sur, que ce soit la croissance, mais également sur l'inflation. Et donc, automatiquement, et cela, je l'explique un peu de façon un peu plus académique en disant que la structure des prix dans l'économie marocaine, c'est une structure qui est influencée par les prix, ce qu'on appelle les prix échangeables, ça veut dire les prix importés. Bon, à partir des études qui sont établies au Maroc, nous avons à peu près plus de 80% des prix dans la structure économique marocaine qui viennent de l'étranger. Et donc, automatiquement, s'il y a des incertitudes, s'il y a des aléas, s'il y a un environnement qui soit morose au niveau international et surtout au niveau européen, ça aura un impact direct sur l'économie marocaine et surtout sur l'inflation et sur la demande étrangère. Et donc, automatiquement, je crois que Banque El Maghrib, lorsqu'il a parlé d'une situation d'incertitude accrue, aussi des aléas qui sont improbables au niveau géopolitique et géostratégique à l'international, et surtout là, je pense que Banque El Maghrib est en train de parler de la crise européenne et aussi de la guerre en termes de droits de douane entre les États-Unis, la Chine et également l'Europe. Et donc, automatiquement,
automatiquement, cet impact serait normalement direct sur la décision du Conseil de Banque Maghreb. Et cela se justifie aujourd'hui par le statu quo qui a été pris par le Conseil de Banque Maghreb en maintenant le taux directeur à 2,25. Aujourd'hui, moi je pense que les aléas dont a parlé Banque Maghreb et l'incertitude, c'est lié un peu à ce qui a été pris comme décision au niveau de la BCE et au niveau de la Bank of England. Les deux banques centrales les plus importantes en Europe, ils ont décidé de maintenir le statu quo en ayant ce qu'on appelle un comportement d'attentisme par rapport à ce qui va se passer en 2026. Et donc, Banque Maghreb, dans la même sagesse, dans la même conception, en tenant compte de cette incertitude, il a décidé de garder le taux directeur à 2,25. Maintenant, il y a également ce problème je dirais, climatique dont vous avez cité, mais je pense qu'aujourd'hui, Banque Maghreb, il a regardé un peu les choses de façon plus positive en disant que nous avons une année qui va s'annoncer meilleure en termes, ça veut dire, je parle de l'année 2026, en termes de production agricole, parce que nous avons une certaine pluviométrie, alhamdoulilah, qui a permis un peu d'alimenter les barrages et aussi de donner des expectations ou des espérances en matière de production pour l'année 2026. Et donc, automatiquement, Banque Maghreb, dans son analyse, il prévoit une croissance agricole qui serait très importante. Et donc, il n'y avait pas de raison qu'il y ait une baisse du taux directeur parce que nous allons avoir une croissance qui sera plus établie. Maintenant, de mon point de vue, moi, je crois que 4,8 ou 4,7 qui a été prévu pour 2026, je pense que c'est un taux moyen et je pense qu'on pourrait avoir plus de croissance que ce taux-là en raison de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais je sais que la machine de Banque Maghreb, je parle ici du dispositif analytique et de modélisation qui est utilisé au sein de Banque Maghreb, ne permettra pas de prendre en considération ces éléments-là parce que nous n'avons pas les moyens de no-casting qui permettent de suivre en temps réel ce qui se passe dans le secteur agricole. Mais dans tous les éléments que vous avez cités, l'incertitude à l'international et aussi le climat, ce sont des éléments qui sont fondamentaux pour pouvoir décider en matière de politique monétaire. J'espère que ce n'est pas le Wali de Banque El Maghreb qui est en train de vous appeler pour éventuellement vous contredire. Alors, Zakaria Ferrano, ce qui est important, et toujours ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a beaucoup, et peut-être beaucoup trop, de produits qui sont consommés au Maroc, qui sont importés de l'étranger, et c'est la raison pour laquelle l'économie, finalement, et la consommation particulièrement, sont corrélées à ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Est-ce qu'il faudrait inciter les Marocains à consommer davantage marocain, dans la mesure où parfois le produit existe fabriqué au Maroc, mais on va quand même le chercher à l'étranger. Est-ce que ça peut être une des clés aussi, ça, pour la consommation ? Très bien. Bon, je pense que c'est un changement structurel dont vous êtes en train de parler sur le plan économique marocain. C'est que est-ce qu'on peut substituer les importations et produire en interne? Je pense que le Maroc, il est en train de s'inscrire dans cette logique. Ça veut dire qu'on est en train d'améliorer notre productivité, notre compétitivité. On est en train de renforcer le tissu productif marocain pour arriver à une production et un secteur de transformation qui satisfait en majorité les besoins des Marocains. Mais maintenant, permettez-moi de faire un bilan très important. C'est qu'aujourd'hui, le secteur qui est vraiment celui qui est la locomotive de la croissance et la locomotive de la valeur ajoutée, ce n'est pas le secteur de transformation. Malheureusement, et je dirais aussi heureusement, on est dans une structure où seul 28% de la valeur ajoutée vient du secteur de transformation. Et nous avons le secteur qui est le leader en matière de valeur ajoutée, c'est le secteur des services, ça veut dire le secteur tertiaire. On est à peu près à 52-53%. Maintenant, je pense que les politiques économiques, je parle ici pas des politiques monétaires ou des politiques budgétaires, je parle des politiques structurelles, ça veut dire les politiques industrielles, les politiques de compétitivité, les réformes en termes de fiscalité, etc. Ça veut dire les éléments qui vont changer un peu la structure de l'économie, ils vont vers la logique d'arriver à 40% de la valeur ajoutée qui vient du secteur de transformation. Probablement, si on arrive à ce seuil avec une productivité élevée, que ce soit du facteur travail ou du facteur capital, nous pourrons avoir à substituer les éléments qu'on est en train d'importer de l'étranger vers
je dirais, vers une production en interne. Nous avons réussi à faire ça. Lorsqu'on regarde, par exemple, le secteur automobile, nous sommes à des taux d'intégration de 70% à peu près. Ça veut dire que la majorité des éléments de construction, de fabrication de voitures sont réalisés au Maroc. Mais on devrait avoir la même logique en la matière dans les autres secteurs économiques. Et cela, ça paraît difficile, ça prendra du long terme, c'est-à-dire on n'est pas en train de parler d'une stratégie d'un gouvernement ou d'une stratégie de moyen terme, c'est le long terme, c'est 15 ans, c'est 20 ans, c'est 25 ans. Mais si on arrive à le faire, on va renverser la balance des paiements et la balance commerciale et nous allons avoir, au-delà d'un déficit structurel qu'on a aujourd'hui, je dirais, un rééquilibrage de la balance commerciale. Il y a également un élément fondamental, c'est que lorsqu'on regarde les importations et les exportations, il faut prendre une nuance. C'est qu'il faut, bon, je dirais, souligner cette nuance, si on peut le dire comme ça. C'est que la facture énergétique, elle est la plus importante en matière d'importation. Et donc, automatiquement, la transition énergétique au Maroc, le passage vers les énergies renouvelables est une solution fondamentale pour pouvoir un peu réduire, ou je dirais pas un peu, mais en moyenne, on va réduire la majorité des importations et pouvoir gagner en termes de ratio d'exportation sur les importations. Où je le rappelle ici, c'est que cette facture dont on parle, ça dépasse les 15 milliards de dollars. Et donc, automatiquement, si le Maroc arrive à réaliser sa stratégie 2040-2045 en matière de transition énergétique, avec le soutien des financements qui sont accordés à l'international, qui viennent généralement du Fonds monétaire international, nous pouvons, je pense, réduire au maximum ce déficit de la balance commerciale qui est toujours dérangeant pour l'économie marocaine, qui ralentit sa croissance,